est live. Bonsoir et bienvenue au second épisode de Science Infuse sur la vie privée sur Internet et la sécurité informatique. Alors pour celles et ceux qui viennent de débarquer, Science Infuse c'est un podcast de vulgarisation scientifique sur Mademoiselle dont le but est de faire échanger des intervenants spécialisés dans un domaine, donc ingénieurs, professeurs, doctorants ou consultants et auditeurs autour d'un thème choisi. Donc la dernière fois, en septembre dernier déjà, accompagnée d'Amandine Leprévost et Elisabeth Bonneville sur la chaîne, nous avions détruit quelques mythes sur le sucre. D'ailleurs, le replay est toujours disponible sur la chaîne YouTube de Mademoiselle. Par contre, cette fois, comme je vous le disais, on s'attaque à un thème totalement différent, c'est-à-dire qu'on part sur le vaste et méconnu thème de la sécurité informatique et un peu plus précisément au concept de la vie privée sur Internet. Le thème est tellement vaste que je vais y consacrer 3 podcasts. Ainsi, la prochaine fois, nous parlerons de vos données confidentielles sur Internet, puis une fois qu'on sera bien en jambes, de la surveillance sur Internet. Mais ce soir, on va commencer en douceur, ou à peu près. On commence déjà à tatiller votre paranoïa latente en parlant de cartes bancaires et de piratage. C'est bien, c'est anxiogène, on est bien, on part au plus exactement de ce qu'il se passe lorsque vous effectuez un paiement sans contact ou sur Internet et ce que vous risquez vraiment ou pas en le faisant. Donc pour ce faire, j'ai invité à ma table ce soir 2 spécialistes de la question, chacun à sa manière. Donc j'ai Renaud Lifshitz et Alicia Filks. Peut-être que vous pouvez vous présenter en quelques mots rapidement. Renaud ? Bonjour aux auditeurs, auditrices. Renaud Lifshitz, moi je suis hacker éthique, donc politiquement correct, on dit un consultant en sécurité informatique. Hacker, c'est pas mal. White hat. Donc je fais du test d'intrusion pour les entreprises, c'est-à-dire qu'elles m'embauchent pour des missions courtes pour essayer de les attaquer pour de faux avant qu'elles soient attaquées pour de vrai et de leur donner des recommandations ensuite pour améliorer leur sécurité. Et j'ai fait pas mal de formations aussi aux entreprises et puis je fais de la recherche sur tout ce qui est sécurité des protocoles sans fil, dont aussi la carte bancaire sans contact. Et on va beaucoup en parler. Ça tombe bien. Quel heureux hasard. Et toi, Alicia ? Donc moi, Alicia Filks, je suis doctorante en sécurité informatique au sein d'une entreprise française. Donc je m'occupe de la sécurité des protocoles qui sont utilisés sur les terminaux mobiles, donc sur vos smartphones, tablettes ou montres connectées. Et donc plus particulièrement sur le paiement. Accessoirement, je fais de la vérification, donc un peu plus en amont de ce que tu fais, Renaud. J'essaie de faire du design et de la preuve de sécurité sur les protocoles qui sont utilisés et de dire aux gens si oui ou non ça garantit ce qu'on attend d'un point de vue au moins théorique. Et donc tu es plutôt théorie, tandis que Renaud est plutôt dans la pratique. D'ailleurs, tu as lancé il y a 2 jours, je crois, un blog de vulgarisation sur la sécurité scientifique qui porte un nom formidable. Il s'appelle Fish and Chip. Il faut le voir écrit pour comprendre. Moi, j'ai compris la blague. On verra si vous la comprenez. Pauline en régie va vous faire passer le lien. Salut. Ouais. Et justement, va vous expliquer la suite des événements. Nous avons Pauline et Mimi en régie ce soir. Vous êtes gâtés. Bonsoir. Écoute Pauline, je vais te lancer. On y va ? Donc, je vous présente Pauline. Pauline qui va gérer notre rubrique podcast qui vient d'arriver. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu en mode, je sais pas quoi faire, pourquoi on me parle. Donc à terme, ce sera Pauline que vous aurez l'habitude de voir en régie. Mais en attendant, on l'épaule, notamment Fab et moi. Par on, c'est ça que je veux dire. Et on va vous suivre pendant tout le long de ce podcast. Vous pouvez réagir en direct sur le chat YouTube, sur le sujet de réaction au podcast sur le forum Mademoiselle et sur Twitter avec le hashtag MadEnLive et on diffusera vos questions à Sarah et à ses invités. Donc il y a un tout petit décalage, c'est normal, il n'y a pas de souci. Et si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez aussi en faire part sur le chat YouTube et Pauline sera là pour vous écouter. Et moi je suis là à côté en mode, je suis pas vraiment là. Voilà, on a 2 personnes en régie aujourd'hui. On est en sécurité. Ça tombe bien, sécurité. Bref. On va se lancer, mais d'abord, on va faire en sorte d'y voir clair. Nous allons aborder la question du paiement sécurisé en 3 parties. Première partie, le piratage et les différents types de fraudes de cartes bancaires, histoire de poser un petit peu les bases. Deuxième partie, la plus importante, sur les enjeux du paiement sécurisé, du sans contact à Internet en passant par les applications mobiles. Et en 3e partie, pour essayer de soulager un peu votre paranoïa qui sera probablement déjà bien lancée, on parlera quand même des moyens de protection. Parce qu'il y en a.
Donc je propose qu'on parte tout de suite dans le vif du sujet. Alors, piratage de cartes bancaires, Alicia Renaud, que risque-t-on? Bon, on va peut-être faire plus précis. C'est-à-dire, pour commencer, qui est le pirate informatique? C'est une question qu'on se pose beaucoup. D'autant plus qu'on a l'image de ce hacker venant d'Hollywood, cette personne un petit peu marginale qui réussit à craquer le Pentagone depuis son grenier. Mais en vrai, quel type de personne peut en vouloir à nos données, et en l'occurrence données bancaires? Est-ce qu'il faut disposer de gros moyens techniques ou de grandes connaissances? Qui est le pirate informatique? Qui veut répondre? Alors déjà, pas confondre hacker et pirate. Ouais. Dans les médias, il y a très souvent, on confond les deux parce qu'effectivement, les gens fantasment un peu en regardant des films à l'hollywoodienne. Le hacker, c'est quelqu'un qui est curieux, qui va essayer de détourner les objets ou les technologies de leurs usages premiers. Donc c'est quelqu'un qui va fouiner, un hacker. Alors qu'un pirate, il va chercher à vendre ce qu'il a trouvé à des fins purement lucratives. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire de l'argent. Le pirate, il va piller, au sens premier du pirate, sur les mers. Il va piller un navire pour s'enrichir. Le hacker, pas du tout. Lui, c'est à titre intellectuel. Il va simplement pour le fun et il parce va qu'il peut le faire. simplement bidouiller pour comprendre comment les choses fonctionnent et pour comprendre comment il pourrait les faire fonctionner autrement. Donc voilà. Alors évidemment, il y a des gens qui sont à la fois hackers et pirates. Il y a des gens qui sont que pirates et il y a des gens qui sont que hackers. Il y a des gens qui naviguent dans le trouble. Il y en a qui sont un peu non identifiés. Bah, il y a une culture du hacker en tout cas qui est assez répandue. C'est faussé un peu. Bah, je sais pas trop. Après, je suis pas trop. Toi, t'es plutôt white hat, j'imagine. Ça, c'est le hacker éthique, du coup. Et ça tombe bien qu'on parle de ça parce que la toute première question qu'on a reçue pour le podcast, c'était sur le forum. C'est une question de Tara Gray qui avait un peu de mal à formuler sa question. Mais je pense que ce qu'elle voulait savoir, c'est que peut faire un pirate des données qu'il a du coup piraté. Tu le disais tout à l'heure, il peut revendre les données. Oui, il y a 10-15 ans, en fait, quand on se faisait pirater, c'était souvent par un petit individu, un petit ado qui voulait un peu flamber. Et c'était des choses qui étaient, on va dire, spectaculaires. Il allait vous faire coucou sur l'écran, il allait changer ce qui s'affichait sur votre écran. Maintenant, les choses ont bien changé. Maintenant, les pirates font ça de manière industrielle. Donc, on n'est plus sur un ou deux individus, on est sur des groupes, des mafias assez organisées. Et dans ces groupes-là, il y a des gens qui sont chargés de trouver des victimes, il y a des gens qui sont chargés de voler les victimes, il y a des gens qui sont chargés de faire du recel d'informations et de trouver même des acheteurs derrière. Donc chacun a son rôle bien défini. Et au contraire, ces groupes-là, ils veulent cette fois-ci être discrets et rester le plus longtemps possible chez leurs victimes. Pour qu'une fois ils soient installés, en fait, qu'ils puissent régulièrement voler des données. Donc ils ne vont pas se manifester tout de suite. Et à quel type d'informations ils peuvent avoir accès? En très gros. Tes mots de passe, tes logs, donc déjà qui te permettront, par exemple, si tu utilises le même mot de passe pour ton Gmail que pour un site un peu moins sécurisé, on pourra rebondir, c'est-à-dire on pourra tester tes logs ailleurs. Ça peut avoir de la valeur, notamment si pour la vérification de ton paiement, on va utiliser ta boîte mail. Et puis ils vont pouvoir aussi voler les informations bancaires qui sont nécessaires pour un paiement, que ce soit en ligne ou pas. Excellente transition, merci beaucoup. Effectivement, ce soir, on va s'intéresser plutôt, parce qu'un pirate informatique peut vous piquer beaucoup de choses, on l'aura compris, mais on va s'intéresser plutôt aux données bancaires ce soir. Et nous avons pour cela un cobaye. On ne va pas vous montrer les détails. Non, je sais, j'allais cacher les numéros. C'est pas ma carte. Non, mais si tu caches ceux de devant, ça sert à rien. De toute façon, voilà, on va juste faire un petit tour, une petite anatomie rapide de la carte bancaire. Ça peut aider à comprendre la suite. C'est-à-dire, tiens, c'est ta carte, tu peux la tenir. De quoi est composée la carte bancaire, principalement? Donc, on a les informations du propriétaire de la carte, on a les informations de la banque, et puis on a également cette petite chose-là, une puce. Une puce. Donc, en fait, nos cartes bancaires, en tout cas en France, sont quasi toutes, voire toutes. Je pense qu'on est toutes en mode EMV, c'est-à-dire qu'on a des cartes à puce. C'est une sorte de micro-ordinateur qui gère des clés. Et qui fait des signatures en gros. Notre carte bancaire aussi compte 16 chiffres pour l'identifier, c'est ce qu'on appelle un PAN, un Primary Account Number, qui permet de l'orienter au niveau du réseau de paiement, c'est-à-dire que quand je vais recevoir ce numéro, je vais savoir à quelle banque j'appartiens, quelle banque je dois contacter,
pour ensuite définir quel est le client de la banque qui est en train de payer. On a une date d'expiration, le nom, qui n'est pas requis, mais qui est souvent mis. Derrière, on a aussi un cryptogramme de vérification, en fait, 3 chiffres qui ne sont pas normalement connus de l'encarteur, donc de la personne qui a fait la puce, qui nous permettent aussi de supposément sécuriser nos paiements en ligne. Mais toutes les cartes bancaires n'ont pas de puce. Celles qui sont utilisées aux États-Unis, par exemple, ou même au Canada ou en Amérique du Sud, sont des cartes à bande magnétique, à piste magnétique, pardon. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a sur nos cartes bancaires, qui contiennent les informations de paiement, donc ces fameux 16 chiffres pour pouvoir orienter le paiement, le nom de l'utilisateur et puis la date d'expiration. Et dans ce cas-là, ces cartes-là ne demandent pas à ce qu'on tape un PIN pour pouvoir valider un paiement, en fait. C'est pour ça, justement, il me semble que dans le cas de... Parce qu'il y a 2 types de fraude de carte bancaire. On va voir, il y a, en gros, il y a la contrefaçon de la carte bancaire et il y a la fraude, on va dire, à distance. Et dans le cas de la contrefaçon de la carte bancaire, il me semble que tu peux copier une carte bancaire et sans avoir le code, t'en servir dans les pays qui ne nécessitent pas le code. C'est bien ça? Oui, par exemple, piquer les données qu'il y a sur la puce, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, notamment pour tout ce qui est ce qu'on appelle les clés de signature. Par contre, les données qu'il y a sur la bande magnétique, c'est très facile de les récupérer. Je pense que Renaud l'a copie facilement. T'as déjà copié des pistes magnétiques Ça se copie très très facilement. C'est comme une cassette. Il y avait les vieux enregistreurs à l'époque où on mettait 2 cassettes, l'original et la copie. D'accord. On peut faire exactement pareil avec des tickets de métro ou des cartes bancaires. On met un dans ticket un de métro, ça m'intéresse. Ok. Donc effectivement, la piste, c'est quelque chose qui est très facilement copiable, dans lequel on retrouve toutes les informations qui sont affichées sur la carte, qui sont juste encodées sur la piste. Et effectivement, il y a beaucoup de pays dans lesquels il n'y a pas de puce, et donc on passe sa carte sur le côté du terminal, on passe la piste magnétique sur le côté du terminal, et ce qui est lu, c'est juste évidemment la piste. Donc une fois qu'on a copié la piste, évidemment, on a copié toute la carte. Et on peut payer avec. Et il y a eu des vidéos aux États-Unis où des chercheurs en fait copiaient les pistes magnétiques de cartes bancaires sur des cartes d'hôtel, par exemple, et aller consommer dans un restaurant avec. C'est bien, bonne ambiance. Ce qui apporte de la sécurité, c'est réellement la puce qui, elle, va permettre de faire une authentification, ce qu'on appelle. Il ne s'agit pas juste de montrer son identité, il faut aussi la prouver. Donc la piste magnétique est là pour montrer l'identité du porteur, mais il faut aussi prouver que c'est bien lui et pas quelqu'un d'autre. Pourquoi on a ça dans la plupart des pays d'Europe? En Europe, en général, on a la puce, mais pourquoi pas dans d'autres pays? Juste à une sécurité supplémentaire, pareil. Alors, dans les débuts d'explication, tu as déjà les habitudes des consommateurs. Ouais, c'est-à-dire que je crois que le code PIN est arrivé il y a peu aux États-Unis, mais ça ne prend pas vraiment. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que EMV, donc le standard avec la carte à puce, date de 94-95 à peu près. EMV, d'accord. Donc le en gros, EMVCO, c'est un consortium de banques qui s'accordent pour normaliser en fait la façon de faire une carte bancaire, et ce sont eux qui se chargent de délivrer ce qu'on appelle les cartes EMV, c'est-à-dire nos cartes à puce. D'accord. Qui ont aussi une bande magnétique d'ailleurs. Aux États-Unis, ils avaient déjà des cartes bancaires, je crois, de manière assez générale. Chez nous, ça arrivait un peu plus tard et on a mis le PIN tout de suite. Je voulais rebondir un peu sur ce que tu disais, Renaud. C'est vrai que la carte à puce apporte une sécurité supplémentaire. En fait, c'est selon 3 principes. Donc, c'est justement EMV qui recommande ça. Ta bande magnétique te sert à identifier le porteur, certes, mais la puce va te garantir en fait que ta carte est authentique, que c'est bien la banque qui te l'a fournie en fait. Et elle va aussi te garantir au niveau de la saisie du PIN que c'est bien l'utilisateur qui est censé utiliser cette carte qui est présent. On fait une identification de l'utilisateur. Donc supposément, s'il y a un paiement qui est validé avec saisie du PIN, on sait que la carte bleue était authentique et on sait aussi que l'utilisateur était présent. Donc si jamais il y a un paiement si jamais un paiement doit être contesté, en fait, c'est très difficile pour un utilisateur, puisque normalement c'est que on a bien inséré son PIN et donc on a bien approuvé le paiement en fait. D'accord. Sauf si quelqu'un connaît le PIN. Sauf si quelqu'un connaît le PIN, mais dans ce cas, c'est autre genre de vol. C'est de la faute de l'utilisateur. Oui, parce qu'il y a différentes façons de voler la carte bancaire, et on peut tout simplement voler le code secret.
ou s'emparer de la carte pour faire une copie de la piste magnétique. Mais auquel cas, ça veut dire que voilà, on peut vous piquer la carte à un distributeur ou directement dans votre portefeuille, faire une copie et puis après payer en votre nom à New York. Oui, et puis À des peu fois, près n'importe quoi. moi je sais que j'ai déjà reçu un coup de fil. Vous étiez en Afrique la semaine dernière, votre carte bleue a été utilisée. Je fais bah non, j'étais en France. Ah bah non, ça t'est Voilà. donc déjà arrivé en fait quand Ouais, non, mais enfin, des conneries comme ça, ouais. t'es abonné. Non, parce que là où l'essentiel de la fraude est, c'est pas sur la carte physiquement, c'est Non. juste regarder le numéro de carte et le réutiliser sur Internet, ce qu'on appelle la vente à distance. Mhm. C'est ça le vrai risque, parce que là, il n'y a pas de saisie de code PIN, donc il n'y a pas vraiment de secret. Il suffit juste d'avoir jeté un coup d'œil à la carte, de se rappeler du numéro et de la date d'expiration, et on va pouvoir faire ses achats sur Internet. Sur Le certains petit sites. code secret à l'arrière aussi. Pas toujours. Pas Non. toujours. C'est pas nécessaire. Il peut être demandé, mais pas vérifié. C'est là qu'il y a une grosse différence. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de vérifications. Enfin, on y reviendra sur le paiement Mhm. en ligne, mais on y reviendra là-dessus. Ouais. Peut-être chaque chose en son temps. Parce que là, du coup, on est sur les types de fraude. En ce qui concerne la fraude à distance, c'est-à-dire sans utilisation de la carte, au-delà du fait de se souvenir du numéro et d'en faire ce qu'on veut après, est-ce qu'il est possible d'intercepter à distance les informations contenues dans une carte bancaire? Et quel type d'informations? Tu veux répondre? Battez-vous. Alors, C'est- à distance, lors d'un paiement sur Internet, par exemple. Oui, ou on y reviendra lors du paiement sans contact, Bah, par exemple. quand tu commandes quelque chose en ligne, il y a plusieurs potentielles vulnérabilités. Et déjà, si tu as un virus sur ton ordinateur qui enregistre tes frappes clavier, quand tu vas saisir ton numéro de carte, le virus peut très bien faire une copie de ce numéro de carte et puis l'envoyer à quelqu'un de mal intentionné, derrière à des pirates qui vont le revendre sur des forums. Ça se fait beaucoup. Ils sont très bien faits, ces virus. Ils savent reconnaître les numéros de carte. Donc, ça, il y a des enregistreurs de frappes clavier, ce qu'on appelle des C'est keyloggers. répandu, ça? C'est très répandu. C'est très répandu. On est bien. Et après, le vol peut se faire pendant le transport du numéro de carte. Donc, c'est là où il faut vérifier qu'il y a le petit cadenas quand on fait ces achats pour être certain que les informations sont bien chiffrées entre l'ordinateur et le site du commerçant, en fait. Et il y a un troisième endroit où les informations peuvent être volées, c'est à l'autre bout de la chaîne, c'est chez le commerçant. Parce que le commerçant, il n'est pas invulnérable, il peut aussi se faire pirater. Ouais. Et l'intérêt pour un pirate d'attaquer le commerçant, c'est qu'il va tomber sur des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, voire millions de cartes d'un coup, et pas une seule. C'est pour ça que quand tu entends des affaires du style Amazon s'est fait shipper des données, faut être un petit peu plus horrifié que ça, je pense, quand on sait combien de gens Quand achètent je vous sur coupe Amazon. 2 secondes, je crois qu'on a une question. Oui, on a Lucille sur le chat qui demandait si PayPal c'était sécurisé. Oh. Grosse question. Là, vous n'osez pas. La question vous osez qui pas. fâche. Vous n'osez pas Moi, dire quelque chose. je vais donner ma version. Après, je laisserai Alicia aussi s'exprimer. Bravo, Lucie, tu viens de toucher un point qui fait mal. Pour moi, effectivement, c'est plutôt pas mal, PayPal. Alors, PayPal, c'est un intermédiaire de confiance. C'est-à-dire que vous lui donnez une seule fois votre numéro de carte et c'est ensuite lui qui va donner votre numéro de carte au commerçant pour payer. Donc, ça évite d'avoir à saisir son numéro de carte sur des sites que vous ne connaissez pas a priori ou dont vous ne faites pas forcément confiance. Une bonne pratique, quand on fait ses courses sur Internet, c'est d'aller chez des commerçants qu'on connaît bien, des grandes enseignes, et pas d'aller sur des sites inconnus. Quelquefois, il arrive qu'on ne trouve pas tout ce qu'on veut chez les grandes enseignes, donc on va sur des sites qui sont un petit peu moins connus, sur lesquels on n'a pas l'habitude d'aller. Et à ce moment-là, c'est effectivement beaucoup plus rassurant de confier la chose à PayPal, parce que, vous n'avez pas à saisir votre numéro de carte sur le site un peu douteux que vous ne connaissez pas. Et d'autre part, PayPal, il y a quand même des garanties. C'est-à-dire, si vous ne recevez pas la marchandise ou si elle est cassée, PayPal, en fait, se charge de vous rembourser et ne discutera pas de la raison. En fait, il y a une assurance dans les frais que vous allez payer qui est comprise et ça vous permet d'être remboursé si vous n'êtes pas satisfait ou si ce n'est pas ce que vous avez commandé que vous recevez. Voilà, et puis le site, d'un point de vue sécurité, est plutôt bien fait. Donc moi, j'ai tendance à recommander PayPal. Et toi, Alicia, tu partages cet avis? Moi, dans l'idée, je suis d'accord avec Renaud. La seule chose qui me dérange, en fait, c'est que actuellement, c'est un acteur qui est globalement le seul à proposer ce genre de service. Et j'aime pas trop faire confiance à une seule entité, en fait. Mais après, c'est juste un point de vue éthique, en fait. Mais sinon, globalement, c'est vrai que... Niveau sécurité, ça... c'est satisfaisant. C'est satisfaisant. Après, j'avoue que j'ai pas regardé un peu... J'ai pas mis le nez dans la gestion, par exemple, de leurs données qui transitent, etc. Je sais pas exactement à quel niveau du réseau de paiement ils se situent, mais c'est vrai que...
Mais globalement, non, ça va. On est sur une bonne base. Une autre question sur le sujet ou on enchaîne? Bah, elle demande maintenant si entre particuliers c'est sécurisé, par exemple, si on utilise PayPal sur le Bon Coin. Ah, normalement c'est pareil. C'est un petit peu différent entre particuliers, parce que de ce que je sais, si je dis pas de bêtises, mais la garantie c'est uniquement vers un commerçant qui est affilié PayPal. Entre particuliers, il n'y a pas d'affiliation PayPal et il n'y a pas le même niveau de garantie. Donc vous pouvez être floué entre particuliers d'une manière ou d'une autre. PayPal il y peut rien et il pourra rien. Tu ne pourras pas contester un paiement en fait facilement, c'est-à-dire que PayPal ça fonctionne aussi en partenariat, comme le disait Renaud en fait, et que ces garanties qui sont accordées je sais jamais vous regarder en fait. La caméra est là. D'accord, ok. Mais tu regardes si tu veux. Tu m'en regardes moi si tu veux. Et du coup, forcément, quand tu as un paiement entre particuliers, d'un point de vue purement de bon sens, PayPal ne peut pas garantir que tu vas recevoir le bon service, en fait, celui auquel tu t'attends. Enfin, Oui, c'est vraiment... bien sûr, là c'est au-delà de la question de sécurité. Voilà, c'est ça. C'est Vaut mieux se rencontrer physiquement et s'échanger la marchandise entre guillemets et payer en espèces. Comme au Voilà, bon vieux avec temps. des billets qui sont pas du même numéro de série. Vous sortez votre petit bas de laine sous le matelas pour régler vos achats. Voilà, comme ça vous êtes sûr, il se passera rien. Du coup, on va passer à la deuxième partie sur les enjeux du paiement sécurisé. Et j'aimerais commencer par le paiement sans contact parce que, puisqu'on parlait de fraude à distance, moi j'aimerais savoir quelles sont les failles, s'il y en a, du paiement sans contact, puisqu'on parlait d'intercepter les informations contenues dans une carte bancaire. Dans ce cas-là, c'est faisable. Alors, le je paiement crois sans que c'est contact, temps. comme son nom l'indique, il est sans contact, donc la Oui. lecture se fait à distance. Voilà. Et le premier risque, il est là. Mm. En fait, c'est que pendant que tu ne te sers pas de ta carte, tu l'as dans ton portefeuille, tu l'as dans ton sac, quelqu'un peut venir à ta proximité et demander avec un lecteur à lire ta carte. Qu'est-ce qu'il va trouver dans les informations qui lui sont renseignées par la carte? Il va trouver ton numéro de carte et la date d'expiration. Qui suffisent à... Alors, auparavant, il y a 4 ans, il y avait même toutes les informations qui sont écrites sur la carte, c'est-à-dire il y avait la civilité, le nom, le prénom, et même tout ton historique de transaction. Donc les 20 dernières opérations que tu as fait avec ta carte, les dates et les montants, si tu as fait des achats chez un commerçant ou si tu as retiré un distributeur. Tout ça était accessible. Il y a 4 ans, mais Il y a 4 ans. ça a été mis sur le marché, je crois, aux alentours de 2007, la carte sans contact, si je ne me trompe En pas. France, ça arrivait après. 2010 Fin 2011 en Ah, France. carrément. Fin 2011 en France à peu près. D'accord, donc c'est quand même resté comme ça quelques temps. Et qu'est-ce qui a changé? Alors, moi, j'ai fait une étude sur le sujet. Je crois que c'est ton domaine, là. J'ai fait Il une suffit de étude voir sur ton le, t-shirt. sur le sujet au printemps 2012. J'ai publié une étude sur le sujet. Effectivement, j'ai trouvé un certain nombre de problèmes de sécurité et puis un certain nombre de problèmes de conformité aussi, du fait que le nom, prénom et l'historique des transactions est du coup accessible à n'importe qui est à proximité de ta poche ou de ton sac. Ça posait un certain nombre de problèmes. Donc, la CNIL a statué à l'été 2013 et a obligé les banques du coup à supprimer ces informations à caractère personnel de l'interface sans contact. Donc il y a toujours évidemment le numéro de carte qui est exposé parce qu'il est nécessaire pour le paiement et la date d'expiration. Et c'est toujours des choses qu'on peut voler en passant à proximité de la carte. Mais comment ça? Par exemple, dans un Normalement, endroit... je veux dire, on est censé payer de cette manière, donc c'est le moment où on tend la carte au commerçant, on se tape à taper notre petit code sécure, tout ça, et puis on se fait rendre la carte avec le ticket en disant voilà, vous avez payé, merci, au revoir. Et toi, tu es là, que s'est-il passé? C'est censé fonctionner comme ça, donc c'est censé être sécurisé de cette manière. Est-ce qu'il y a des failles dans ce système? Alors, moi je peux vous répondre d'un point de vue théorique en fait. Dis-moi. Le gros problème du paiement sans contact, en tout cas quand on regarde le protocole, en fait, c'est qu'on est sur du EMV, c'est-à-dire qu'on est sur le EMV. En gros, ce qui est utilisé pour vérifier ta carte quand tu tapes ton PIN. Sauf que déjà, c'est pas obligé de taper ton PIN. Et surtout, c'est pas du tout le même contexte. Donc, on a tordu le cou à un protocole qui avait ses failles. Hein, on pouvait quand même faire fonctionner des cartes, même sans saisir le bon PIN. On a tordu le cou à ce protocole et on l'a adapté à une carte qui, du coup, fait pas exactement la même chose qu'une carte vérifiée. Déjà, théoriquement, ça pose problème. Et aussi, il suffirait que j'ai un lecteur, que je puisse lire ma carte
Surtout que j'ai pas besoin de me mettre à une distance trop exceptionnelle pour Il choper faut ces pas informations. passer, appuyer la carte sur le terminal ou... Non, c'est-à-dire que je crois qu'à cette distance-là, c'est bon. Hein. C'est... En principe, Ouais, la norme dit au moins de 3 cm, mais ça c'est Mm. pour le commerçant. Et D'accord. après, en bidouillant un peu des lecteurs, on peut arriver à lire beaucoup plus loin. 15-20 cm, c'est faisable avec des petits moyens, genre une batterie de moto et un cintre qui sert d'antenne. Oui. Effectivement, c'est quand il y a quelques années que tu as fait une démonstration de piratage de cartes sans contact. Alors, en 2012, j'ai fait des démonstrations effectivement sur les problèmes de sécurité de la carte. Et puis, l'année d'après, au printemps 2013, en fait, un journaliste d'une revue d'électronique a fait l'expérience dans le métro. Oui. Donc, avec des moyens très très réduits. Donc, comme je disais, une batterie de moto, un cintre qui servait d'antenne, du chewing-gum pour coller les fils à l'intérieur de sa veste. Et puis, une petite tablette avec l'application. Il a pris le métro parisien vers la Défense, vers le quartier d'affaires le matin. Et il a pu aspirer une dizaine de cartes bancaires en 1 heure, le temps de faire le trajet. Et sympathique. Comme Renaud disait, en fait, on peut shipper du coup les 16 chiffres de la carte bleue plus la date d'expiration. C'est parfois, dans beaucoup de sites, même surtout les Américains, suffisant pour valider un paiement. On en peut fait. faire beaucoup de choses avec ça déjà. Voilà, c'est ça. Déjà ça, c'est juste, on n'a même pas forcément besoin du bon code derrière, ça suffit à valider des paiements en fait. D'accord. Mm. Déjà, on va peut-être revenir sur comment ça fonctionne tout simplement. Donc la carte sans contact se base sur ce qu'on appelle la technologie NFC. Attends, on a une question peut-être ? Oui, on a Enska sur le chat qui demande si toutes les cartes vont devenir sans contact et si on peut choisir d'avoir le sans contact ou pas sur sa C'est une carte. très bonne question, effectivement. Je crois qu'on a tous à l'heure actuelle, sans forcément le savoir, une carte sans contact, puisqu'à partir du moment où on a changé de carte, la banque nous a fourni une nouvelle avec cette option-là. C'est marqué sur la carte. Hein. C'est marqué là, oui, non, c'est marqué. Je pense pas qu'on a eu un petit Il y a un livret. Il y a un petit logo. Il y a un petit en fait. logo avec des ondes sur la carte, sur la face de la carte. Et effectivement, la plupart des cartes qu'on reçoit à l'heure actuelle, elles sont sans contact. Il y a encore quelques banques qui ne diffusent pas de cartes sans contact ou pas automatiquement de cartes Les sans banques contact. entreprises. Hein. Mais elles sont relativement minoritaires. La plupart des grandes banques maintenant distribuent par défaut des cartes sans contact, sachant que le sans contact n'est pas forcément activé. Hein. La carte peut être sans contact mais nécessiter une activation manuelle. D'accord. Et Bah, c'était quoi la suite de la question ? Je crois qu'on n'a pas répondu à tout. Est-ce qu'on va Est-ce qu'on peut choisir d'avoir ou pas le sans contact sur sa carte ? Tu peux choisir en fait. Tu peux demander par exemple à ta banque de refuser tous les paiements qui sont issus d'un paiement par NFC, donc un paiement sans contact, parce que les paiements sont tous tagués. En gros, quand tu paies, on va savoir si tu as payé par internet, si tu as payé avec une carte bleue en saisissant ton PIN, sans saisir ton PIN, par bande magnétique, par NFC. Donc effectivement, si tu fais confiance au marchand pour transmettre le fait que tu as payé par NFC, la banque va te refuser le paiement. Sinon, il y a la version bourrine où tu perces des trous au niveau de l'antenne sur ta carte. Il y a effectivement Franck sur le chat qui dit qu'il existe un moyen un peu risqué, c'est de regarder la carte avec une lampe et de percer l'antenne qui émet. Mais bon, En fait, je pense qu'il faut être un peu pro. Techniquement, c'est pas très légal. Hein. Ouais, Normalement, je déconseille de faire ça parce que déjà, effectivement, il faut percer au bon endroit pour en fait percer l'antenne simplement, hein, faire un trou dans l'antenne. Et d'autre part, si vous regardez votre carte au dos, c'est marqué que la carte est la propriété de la banque. Donc là, vous détériorez un bien de la banque. Théoriquement, elle peut porter plainte si vous détériorez la carte. Hein, parce que c'est pas la vôtre, en fait. En carte. théorie, bon, j'ai jamais entendu Si elle n'en parler sait de jamais ça. rien, ta banque, c'était bien. Mais si tu te la pètes sur Internet... Ouais, enfin, le jour où tu veux faire opposition avec ta carte bleue, par exemple, moi, j'ai dû expliquer à ma banque pourquoi il y avait des trous dans les 4 coins de ma carte, en fait. Et t'en es sorti comment ? Que c'était pas le problème. T'as comment fait une pirouette, là ? D'accord. Sinon, plus simplement, maintenant, la banque a l'obligation légale, elle a été forcée par la CNIL il y a 2 ans, de désactiver l'option sans contact si vous ne souhaitez plus l'option sans contact. Et elle peut faire à tout moment et gratuitement. Donc il suffit juste de le demander à la banque. Et dès que vous avez reçu l'accusé de réception de la banque qui vous dit oui c'est bon on l'a fait, vous vous précipitez à un distributeur et vous retirez une petite somme. Il suffit juste en fait de taper son code PIN à un distributeur pour que la carte soit reprogrammée et que l'application NFC soit retirée de la carte. Donc votre carte reste physiquement NFC mais elle ne répondra plus
à des requêtes NFC. Donc du coup, ça sera désactivé. Ouais, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je serais très intéressée pour savoir comment c'est décidé ça et comment se fait le reprofilage, parce que, mettons, je fais ça à un distributeur dans lequel j'ai pas confiance. Mais tu pousses loin la paranoïa. Mais c'est mon métier. C'est pas faux. Et d'ailleurs, vous en parlez depuis un petit moment, le NFC, je crois qu'on n'a pas encore expliqué ce que c'était. La technologie NFC, alors, voilà, je me la pétais un peu avec mon anglais, c'est pour Near Field Communication. Merci. Mais concrètement, je ne saurais pas vous expliquer comment ça fonctionne, donc c'est à vous. Je te laisse faire. Alors NFC, c'est un peu un abus de langage dans le cas de la carte bancaire sans contact. On devrait dire RFID pour Ça sonne mieux. Radio Frequency Identification. Je te la pète aussi. Voilà. Donc, tout ce qui est sans contact, c'est du RFID. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ensuite, le RFID, c'est une jungle avec plein de protocoles, plein de choses. C'est tellement compliqué que les industriels ont dit stop, on va faire une partie qui est un peu plus standardisée et qui s'appelle NFC. Et NFC, c'est, on va dire, 4 protocoles dans RFID, qui est la jungle de tous les protocoles. Donc dans le doute, il faut dire RFID, parce qu'on est sûr de couvrir. Ouais. Et il y a 4 protocoles de RFID qu'on appelle NFC. Mais ce n'est pas le cas de la carte bancaire. Donc normalement, on devrait dire RFID. Les nouvelles cartes de transport Navigo, par exemple, elles sont bien NFC. Ok. Ouais. D'accord. Mais c'est tout ce qui est sans contact, de manière générale, pour simplifier. C'est un abus de langage qu'on fait. Et puis nos téléphones sont NFC. Oui, les nouveaux smartphones à l'heure actuelle, je crois. Les smartphones sont essentiellement NFC. Oui. Mais pas tous, je crois. Les plus vieux qui font. J'avais justement quelques chiffres récupérés sur l'observatoire du NFC et du sans contact. En mars 2016, voyons, qu'est-ce qu'il me disait ? Oui, en mars 2016, on comptait 40,7 millions de cartes sans contact sur le marché. C'est 60% des cartes. Merci. Et précisément, 383 110 commerçants étaient équipés en terminaux de paiement sans contact. C'est pas énorme, ça représente environ 27,8%. C'est moi qui ai les chiffres. Et également, plus de 10 millions de clients équipés de smartphones NFC. Donc ça fait quand même... surtout, c'est en constante évolution. Peut-être les chiffres ne sont pas énormes à l'heure actuelle. Façon de une technologie assez jeune. Voilà, c'est en constante évolution. Et moi, j'ai envie de peser les pour et les moins. Je vois que ce n'est pas forcément le net plus ultra niveau sécurité. Bon, voilà, ça se discute. Mais quel est l'avantage du sans contact ? Je veux dire, pourquoi c'était mis sur le marché déjà ? Pour qui ça a un avantage ? Les Américains aiment bien, c'est plus facile. C'est plus rapide. Bah oui, ils swipe déjà pour payer, c'est rapide. Ah mais là tu poses et... Non mais là je troll un peu. Mais pour la petite anecdote, il paraît que c'est Mastercard qui avait lancé une étude au Canada. Ouais. Et ils ont fait tester à des consommateurs pendant quelques semaines des cartes normales et des cartes sans contact. Et ils ont constaté que ceux qui avaient une carte sans contact, ils consommaient 25% de plus, ils dépensaient 25% de plus. D'accord. Et c'est venu de là, en fait, l'introduction du sans contact. On s'est dit, c'est plus facile, c'est plus rapide, il n'y a pas de code PIN à se souvenir, ou rarement. Et du coup, on fait des achats un peu plus impulsifs. Et ça pousse un peu à la consommation, comme effectivement un organisme qui fabrique des cartes, il est rémunéré à la transaction. Évidemment, il a tout intérêt à ce que vous consommiez de plus en plus pour percevoir de plus en plus de frais. D'ailleurs, à ce sujet, il n'y a pas de PIN. En fait, la saisie du PIN est optionnelle. C'est-à-dire que si un commerçant le voulait, il pourrait obliger l'utilisateur à saisir son PIN même en payant par NFC. En Pologne, c'est ce qui se passe. Mais quel est l'intérêt d'avoir un terminal pour sans contact et faire taper le code ? Moi, je trouve ça plus rassurant. Mais dans ce cas, tu prends un terminal normal, tu fais pas le sans contact. C'est plus rapide. T'as pas... Tu peux savoir ce qu'on veut. Tu peux envoyer directement en fait à ton terminal les données de la carte en fait, et toi t'identifies en tant qu'utilisateur, ton PIN va être vérifié par ta banque ultérieurement, mais c'est pas ta carte. En fait, en carte présente, c'est ta carte qui vérifie que le PIN est bon. Ce qui va se passer, c'est que tu vas saisir ton PIN sur le terminal. Le terminal va l'envoyer à ta carte, et ta carte, qui est un micro-ordinateur, va dire au terminal c'est bon, c'est le bon PIN. Ce qui est aussi un problème. C'est comme ça qu'on réussissait à créer des dispositifs en fait, dans lesquels on pouvait introduire une carte volée, une émulation de carte en fait, et en fait en tapant le mauvais PIN, on pouvait quand même
choper depuis le compte de la carte volée en fait. Ouais, il y a toujours moyen de se débrouiller. On peut peut-être rappeler que le sans contact, c'est quand même pour des petits montants. Hein. Oui. En France, Oui, c'est c'est plafond à 20 euros. Mhm. Et c'est 4 à 6 paiements sans contact consécutifs avant que le PIN soit redemandé. Donc on a limité le plafond pour évidemment éviter les abus. Et il y a certains pays par contre où effectivement il n'y a pas vraiment de plafond, ou tout du moins quand on dépasse le plafond, il y a saisie systématique du PIN, mais on peut continuer à payer sans contact. En d'accord. France, c'est pas possible. Mais ça va pas changer en France? En France, les plafonds vont peut-être être relevés, mais pour l'instant, il n'est pas envisagé. Je pense qu'ils travaillent là-dessus, ils travaillent peut-être à renforcer la sécurité du sans contact avant de lever le plafond. En fait, ça sera pas évident parce qu'il faut changer la norme EMV, et Ouais. donc il y a beaucoup de travail théorique, de consortium, etc., de paperasserie avant que ça arrive dans nos poches. En fait, si tu veux, EMV a déjà de ses failles. Ça a été prouvé, l'attaque dont je te parlais a été faite en 2010 et les gens qui ont prouvé ça, on a cherché à censurer la thèse de la personne qui a trouvé cette faille. Donc, En 2010, ouais. Mais ça n'a rien à voir avec le sans contact. Là, c'est le chip and pin is broken, tu vois. Donc, et en fait, comme c'est une norme qui est déjà... Oui, on a effectivement un article à vous partager là-dessus. Oui. Pauline vous fera passer. C'est le Chip and Pin is Broken. Il y a une vidéo, un article en anglais et un article un peu plus récapitulatif en français. C'est un assez bon résumé, c'est-à-dire que EMV est déjà bien installé, standardisé et déployé à travers tout le monde. Ouais. Tu veux modifier un tout petit truc dans EMV, ça va râler parce qu'il faut mettre à jour tout en fait. Il faut mettre à jour les terminaux de paiement, il faut mettre à jour le réseau de paiement, dans des endroits reculés, etc. Et on va dire non mais c'est pas possible. Donc actuellement, ceux qui créent des solutions de paiement, que ce soit en sans contact ou via ta carte ou via le mobile, doivent se plier à EMV et faire de la sécurité avec ce qu'il y a, sachant que c'est déjà faillible. Et notamment au niveau de tout ce qui est vérification, etc., on reste assez limité par la marge que nous laisse EMV en fait. Donc, D'accord. C'est pas encore le top. Et disons que l'orientation actuelle, en tout cas que je constate moi, c'est qu'on va plus vers de la gestion de risque que de la véritable sécurité telle qu'on est capable de la faire en fait. Actuellement, on a les moyens de faire une sécurité. Il faudrait tout reprendre. Il faudrait tout reprendre. Dis. C'est comme si tu disais, Internet, c'est pas forcément très bien d'un point de vue. On va refaire tout Internet. Voilà. Idéalement, oui, il faudrait. Ah, mais il est bien parti là. Sauf que voilà, et c'est pareil du côté bancaire. Tu vas pas tout refaire. En fait, ces systèmes-là ont été conçus il y a 10-20 ans. Quand on était dans l'informatique dit de confiance bisounours, où il n'y a pas d'attaquants, il n'y a pas de pirates, etc. Tout le monde se fait confiance. Ils ne vont pas faire ça, c'est illégal de voler. Personne n'espionne personne. Et donc tous ces protocoles-là, Internet, comme les protocoles de paiement, étaient conçus il y a 10-20 ans, quand il n'y avait pas de menaces. Ouais, et du coup, ils sont très vulnérables à ces menaces-là. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui font des détournements d'argent. Et les technologies ont évolué en plus. Pas tant que ça, justement. Et il va falloir revoir les technologies presque de fond en comble. On ne peut pas, juste par des petits patchs, sécuriser un truc qui est troué de base. Le patch, par exemple, pour le paiement en ligne, c'est 3D Secure. Même ça, actuellement, on commence à dire c'est pas suffisant. Attends, parce qu'avant d'arriver sur le gros morceau qui est Internet, je voudrais faire un petit point rapide sur les applications mobiles, parce que maintenant, on peut payer par application mobile. Est-ce que c'est... Vous allez me dire, c'est pas sécure. Est-ce que ça l'est davantage déjà que le paiement sans contact? Qui veut se lancer? Moi, je vais exposer ma version, mais après, ça serait intéressant d'avoir la version d'Alicia aussi. On va échanger. Non, mais c'est bien, c'est intéressant, allons-y. Alors, moi, je trouve ça plus sécurisé que la carte bancaire. C'est pas évidemment le top, mais c'est plus sécurisé pour 3 raisons, un paiement par mobile. Première chose, le mobile, quand il est dans votre poche, dans votre sac, etc., il les met pas en continu. Donc quelqu'un qui essaye d'aspirer vos données de carte, il n'y arrivera pas si vos données sont sur un mobile. Parce qu'il faut allumer l'écran, il faut que l'application de paiement soit lancée pour que le mobile se comporte comme une carte. Et donc quand le mobile est dans un sac ou dans une poche, on ne va pas pouvoir aspirer les données, donc faire de la lecture sauvage, ce qu'on appelle. Donc ça, c'est la première raison qui me laisse penser que le paiement mobile est plus sécurisé. Deuxième raison, il y a pas mal d'applications de paiement mobile qui demandent un code PIN au lancement de l'application, pour justement éviter que si on vous vole le téléphone on puisse s'en servir comme moyen de paiement. Donc il y a un écran de verrouillage avec un code PIN au lancement de l'application, contrairement à une carte sans contact, donc justement qui est vulnérable au vol. Du coup. Et troisième raison,
Il y a des applications de paiement mobile, hein, par exemple Apple Pay, hein, qu'on trouve sur iPhone, qui est la plus grosse et la plus connue des applications de paiement mobile. En fait, change votre numéro de carte à chaque paiement. Donc si votre numéro de carte est volé, en fait, il ne va pas pouvoir servir parce que très, très probablement, vous aurez payé avec et l'attaquant récupérera ce numéro qui a déjà été utilisé. Et donc, il ne sert plus à rien. Et donc, il ne sert plus à rien. Donc, D'accord. le numéro change à chaque fois, ce qui rend l'utilisation du numéro volé très compliquée. Ah, du coup, c'est pas mal comme système. Et je crois qu'à peu près tout le monde s'y met. Je crois qu'il y a un Samsung Pay aussi. Il y a Samsung, il y a Google aussi. Google Google Wallet. Pay, Google Wallet. Donc, ça fait que globalement, c'est un peu plus sécurisé, même si c'est évidemment pas parfait. Mais Alicia, est-ce que c'est le futur, le paiement par mobile? Moi, je suis pas d'accord. Vas-y, lance tout. Mais en fait, d'un point de vue pratique, c'est vrai qu'on constate que ça pourrait être plus sécurisé avec les moyens qui sont donnés sur le paiement mobile. J'ai des réserves parce que, par exemple, pour payer, on va mettre... globalement, ce qui est fait, c'est qu'on va mettre l'intégralité de ton application de paiement qui est présente sur ta puce dans un téléphone. La différence, c'est que la carte, là, elle n'est pas active. Je ne peux pas slurper les données quand je ne suis pas connectée ou quand je ne me mets pas au niveau d'un terminal de paiement. Un téléphone, on fait confiance en fait à l'OS pour ne pas accéder au Secure Element. Système d'exploitation. Au système d'exploitation, donc Android ou iOS. Ouais. Pour ne pas aller faire chier la SIM en gros, ou la carte SD, ou notre... Il y a un moment, il faut que tu fasses confiance à un des... il faut que tu fasses confiance. Nous, on appelle ça des Secure Elements en fait. On fait confiance à ces Secure Elements qui sont des éléments matériels dans ton téléphone. Ça peut être ta carte SIM, ça peut être une carte SIM embarquée, ça peut être un Secure Element interne au téléphone comme sur les iPhones. Et ça peut être une carte micro SD. Ah, attends, parce qu'on a une question. Oui, alors c'est pas vraiment une question, c'est une remarque du chat. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus près de vos micros? Pardon. Parce que nous, on a réglé le son, mais apparemment, on vous entend pas hyper fort. Donc n'hésitez pas à parler plus près du micro. Allô. Merci. Oui. Et donc cet élément auquel on fait confiance se trouve dans un téléphone qui est constamment, qui est constamment en activité en fait, qui n'est pas passif comme une carte bleue. Ouais. Et actuellement, la stratégie industrielle, c'est d'ouvrir ce Secure Element à l'OS pour que je puisse lui demander des opérations de sécurité. C'est pas bien normalisé, l'accès à ce Secure Element est très mal géré. Et il faut faire confiance en fait à son système d'exploitation, qui pour moi, c'est quelque chose qui est vulnérable. Donc déjà, tu as ça. La saisie du PIN, je suis d'accord, c'est cool parce que tu peux débloquer l'application et juste par le PIN, sauf qu'il faut faire confiance au fait que ta séparation elle est bien faite. Qu'est-ce qui me garantit? Est-ce que j'ai confiance en fait à mon fabricant de téléphone pour qu'il me garantisse que le PIN est bien correctement envoyé à la SIM et pas que ce soit automatiquement accepté ou que ce soit bypassable en fait. Tu doutes un petit peu de tout le monde en fait. D'un point de vue théorique, je vois le problème. D'un point de vue pratique, je sais que c'est très difficile à mettre en place et je sais que c'est très difficile à faire. Mais d'un point de vue théorique, c'est une technologie encore jeune. On aurait des moyens un peu plus intelligents de le faire, c'est-à-dire qu'on aurait adapté nos protocoles exactement, on aurait standardisé ça pour les mobiles au niveau du paiement, et on aurait analysé ces protocoles, ils seraient ouverts, parce qu'actuellement ce sont que des solutions propriétaires qu'on ne peut pas analyser facilement. Je dirais, éventuellement, il y aurait moyen de faire quelque chose qui soit très solide. Mais c'est pas le cas actuellement. Okay. Actuellement, on a adapté, en gros, on a fait un copier-coller de ta carte bleue, mais sur ton Secure Element. La tokenisation, c'est un bon point aussi. Mais la tokenisation, donc c'est ce que disait Renaud, c'est la génération unique d'un faux numéro de carte bleue, en gros, qu'on envoie au réseau de paiement. On lui donne 16 chiffres et puis lui va comprendre que c'est un numéro de carte bleue. Sauf qu'en réalité, c'est un numéro qui est utilisable qu'une seule fois. D'accord. C'est une bonne idée, mais encore une fois, c'est une solution qui a été mise en place et soi-disant standardisée par EMV en 2014, donc c'est relativement jeune. Et actuellement, ce sont que des solutions propriétaires. Les stratégies actuellement des banques, c'est d'attendre de voir quelle est la technologie qui va prendre le pas sur celle des autres pour dire c'est celle-là qu'on va prendre. Et avec les failles de sécurité ou pas qu'il y a sur ces solutions qui sont proposées en fait. Il n'y a pas d'effort de sécurité en amont. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on propose des solutions et après on dit celle-là elle nous plaît plus parce qu'elle est plus facilement déployable et plus facilement commercialisable en fait. Et après on voit s'il y a des attaques dessus. Après on voit la sécurité. On règle ça. Voilà, c'est ça. C'est une stratégie. Elle n'est pas du tout d'accord. Hein. Si, on se rejoint sur pas mal de choses quand même. Oui, mais bon, elle est quand même plus méfiante. Hein. Alors, t'avais un discours plus optimiste. D'aspect. Oui, on a la théorie, effectivement, et la pratique. C'est évidemment pas parfait, mais c'est mieux d'avoir un peu de sécurité que pas en avoir du tout. Mais moi je trouve ça très dangereux de vendre un peu de sécurité comme c'est sécurisé.
Ça, c'est le gros problème qu'on a, c'est que à quel point un utilisateur lambda, Ouais. on va lui dire non mais c'est sécurisé. Moi, la première chose qu'on me dit, ton paiement mobile est sécurisé, c'est bon. Moi, je vais me dire, c'est plus sécurisé que ma carte bleue ou pas? Je pense pas qu'on ait tous le réflexe, tu vois. Je pense qu'on entend sécurisé, on se dit ah bah d'accord, ça doit être pareil que la carte bleue. Et c'est pas vrai intrinsèquement. Enfin, pour plein de D'accord. raisons. Il y a des questions sur le sujet ou on peut passer au gros morceau qui est Internet? Alors, il y a juste sur le forum quelqu'un qui demande de revenir sur la faille dont vous avez parlé. La faille EMV, non, c'est pas ça? Le chip and pin is broken, j'imagine. Je suppose. Alors en fait, c'est en 2010, un étudiant de l'université de Cambridge s'est rendu compte que dans le message qui est envoyé par la carte bancaire au terminal de paiement, au moment de la vérification du PIN, c'était pareil que la carte réponde à un message comme quoi oui, c'est bon, je valide le paiement. Avec un paiement dans lequel le PIN n'a pas été saisi, mais c'est pas grave parce qu'on me l'a pas demandé. Et la réponse de cette carte pouvait être utilisée à la place de la réponse d'un point de vue terminal bancaire, comme la réponse à oui, c'est bon, j'ai fait un paiement avec PIN, en fait. C'est-à-dire que ta carte bleue répondait oui, c'est bon, je valide le paiement, et ton terminal transmettait cette réponse à ta banque, sauf que c'était valable pour une transaction où on ne demande pas ton PIN et une transaction où on te demande ton PIN. Donc en fait, tu pouvais te passer de PIN, enfin du bon C'est PIN. embêtant. Tu pouvais, en fait, il y a une vidéo qui montre très bien ça. Quelqu'un qui va à la Fnac et au Virgin, qui a son dispositif. Donc il avait un espèce de petit boîtier qui est vraiment tout petit où il insérait la carte bleue volée au niveau de son bras. Il avait une fausse carte qu'il utilisait sur le terminal de paiement. Il tape 000. La carte bleue lui donne toutes les informations bancaires nécessaires à la transaction. Et sont transmises à cette carte qui la retransmet après au terminal de paiement qui après envoie ça à la banque. Et du coup, ton paiement était validé comme étant un paiement avec PIN, donc tu pouvais pas le contester parce que le PIN c'est sécurisé. Et alors que tu pouvais taper 1, 2, 3, 4 ou nique ta mère. Enfin, Non, tu peux pas taper nique ta mère avec des chiffres, Alicia. Non, mais il y a des lettres. Non. Est-ce qu'on peut l'épeler comme à la grande époque du T9 en appuyant sur les chiffres? Voilà, tu pouvais taper. C'est vraiment faire un effort pour être vulgaire. Hein. Et du coup, cette petite faille, c'est réglé? Non. Non. Bah non, parce qu'il faudrait modifier Ok. EMV. c'est ce que soulevait Renaud comme problème. Il faudrait modifier tout le Il faudrait protocole. tout changer. En fait, je propose qu'on arrête la société. Et puis on recommence. Non, et puis d'ailleurs, cette thèse, ils ont été en contact, je crois, pendant 6 ou 7 mois avec les lobbyistes bancaires des États-Unis, du Royaume-Uni, qui n'ont pas fait gaffe parce que c'était qu'une petite thèse d'université. Et puis un jour, ils ont posté ça en public. Ça a été relayé sur Reddit. Et à partir de là, ils ont commencé à dire non, mais il faut censurer la thèse. Ils ont fait pression. Ça Et puis, tu as arrive le vite. directeur de thèse du type qui a répondu ici, c'est l'université d'Erasme, de Darwin et de je sais plus qui. On ne censurera pas cette thèse. Oui, donc il a eu des soucis, mais bon. Voilà. Mais c'était assez amusant. Et c'est assez symbolique de ce qui se passe dans le monde bancaire actuel. Alors là, on parlait du cas où j'ai une carte présente et je saisis mon PIN. Je veux pas. J'ai eu du mal à croire que ce soit. Qu'on évite ce genre de conneries au niveau du paiement par mobile ou en sans contact, quoi. Et sur ces belles paroles rassurantes, on va passer à Internet. Internet, c'est le moment que vous attendez tous. Comment s'opère un paiement sur Internet? On va commencer par la question, qu'est-ce qu'un certificat électronique qui est donc supposé, il me semble, sécuriser nos paiements? Qui veut se lancer? Très simplement, quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, t'aimes bien savoir qui c'est, surtout si t'attends un service en contrepartie. Ouais. Voilà. Donc si c'est un inconnu, tu vas pas trop avoir confiance, tu préfères donner de l'argent à quelqu'un que tu connais, avec qui tu as déjà dealé, entre guillemets. Là c'est pareil, le certificat électronique, c'est le petit cadenas donc, qui apparaît dans la barre du navigateur. Ouais. Et le petit cadenas, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la carte d'identité du site a été vérifiée par le navigateur et en fait, la signature de cette carte d'identité est reconnue par le navigateur. Donc si on a le petit cadenas, ça veut dire que la connexion elle est chiffrée, donc c'est-à-dire que les informations passent pas en clair entre ton ordinateur et le marchand. Déjà ça évite leur Tout le interception. monde ne peut pas y accéder facilement. Et d'autre part, s'il n'y a pas eu d'avertissement avant d'aller sur la page où il y a le petit cadenas,
Ça veut dire que le site est authentique. Donc on ne peut pas falsifier la signature. C'est une signature électronique qui a été faite et qui a été reconnue par le navigateur, sauf s'il y a eu une alerte avant qui disait que le certificat n'était pas bon. Mais un certificat, D'accord. c'est simplement une carte d'identité. Et le navigateur va vérifier la signature, qu'elle appartient bien à une liste de signatures connues, bien identifiées et raisonnables, qu'introduit en fait le développeur du navigateur dans le navigateur. Ouais, une petite assurance que normalement c'est bon, vous pouvez y aller. Il y a un petit magasin de certificats dans le navigateur avec une liste de signatures de gens de confiance. Et le certificat du magasin, du site sur lequel on va aller, doit faire partie de ces signatures de confiance. Sinon, il peut très bien avoir été auto-émis. Moi, je peux très bien fabriquer une carte d'identité, écrire que je suis Michael Jackson et la signer. Ça, c'est pas une preuve. Par contre, si c'est signé par une autorité comme l'État français, a priori, tu vas avoir plus confiance. On a confiance en l'État français. Voilà. Bon. Sur la question, ça et le paiement sur Internet en général, il y a... j'ai relevé une question sur le forum qui a été posée hier ou il y a 2 jours. Enfin, quand je dis une question, c'est plusieurs questions. Je crois qu'elle couvre à peu près tout. Donc, je vous propose que je vous lise ces questions et on reprend ça point par point. Donc, elle demande la législation et les protections varient-elles selon les pays ? En cas de pépin, y a-t-il un process de recours international ou est-ce que ça dépend des sociétés ou des banques ? Comment je peux prouver que je n'ai pas ordonné le paiement si, par exemple, le hasard fait que le voleur de code vit à 2 quartiers de chez moi et a été dans un cybercafé d'à côté ? Et enfin, y a-t-il un moyen de copier le verrou dans la barre d'adresse pour faire croire que c'est sécurisé ? Vous avez suivi. Il pense qu'il faut commencer par la dernière. Ce que j'allais dire, comme on parlait de ça justement, on parlait de ce petit cadenas et elle demande est-ce que c'est possible de copier le certificat électronique, enfin le petit cadenas, pour faire croire que le site a été identifié et est sécure. Qui veut répondre là-dessus ? Alors, faut regarder plusieurs choses. En fait, il n'y a pas juste le petit cadenas. Le petit cadenas veut dire que les informations, elles transitent chiffrées entre ton ordinateur et le marchand. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles transitent pas chiffrées entre toi et l'attaquant. Ouais. Voilà. Donc, le petit cadenas veut dire juste que les informations ne sont pas en clair. Voilà. Et le petit cadenas veut aussi dire que la signature a été approuvée par une autorité. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'on est sur le bon site. Donc, en fait, il faut regarder 3 choses quand on va sur un site marchand. Effectivement, la première chose, la plus simple, c'est le petit cadenas. Ouais. Deuxième chose, c'est le nom du site. Il faut bien vérifier qu'il est bien orthographié. Parce qu'il y en a qui usurpent, qui utilisent des petites fautes typographiques. Ça veut dire quand on clique sur le cadenas ? Non, sur le nom du site. Par exemple, PayPal, que ça soit pas paypal.com et pas paypal.com. Tu vois ? PayPal, avec des grecs. Donc, première chose, le cadenas. Deuxième chose, bien vérifier la typographie du nom du site. Vraiment, ça c'est important. Et troisième chose, qu'il n'y ait pas eu d'avertissement que le certificat n'était pas correct avant d'aller sur la page où il y a le petit cadenas. Je sais pas si c'est courant. S'il y a ces 3 choses-là... Ça m'est arrivé déjà d'avoir un avertissement sur un site. Oui, alors quand on reçoit ça de la part du navigateur, il faut vraiment savoir ce qu'on fait. Enfin, moi, je sais que c'est ce qui se passe parce que c'est auto-signé quand je me connecte à mon service de messagerie. Il ne faut pas cliquer, faut pas cliquer nerveusement sur le petit pop-up quand il s'affiche, parce que là, on n'a plus aucune garantie. Donc, par contre, si on vérifie les 3 choses, cadenas, la typographie du nom du site et qu'il n'y ait pas eu de pop-up d'avertissement, on peut y aller certain. Il n'y a pas de possibilité de falsifier s'il y a ces 3 éléments-là. Okay, on peut faire notre paiement tranquille, on peut être certain qu'on ne peut pas quelqu'un d'autre. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait un virus sur la machine. On peut très bien avoir un virus sur sa machine. Si ton navigateur, si tu fais confiance à ton navigateur aussi, ça c'est l'autre problème qui peut survenir. Parce que c'est lui qui va te servir d'intermédiaire en fait, en train de te dire c'est bon, c'est bien orthographié, oui c'est bon, t'as bien le petit cadenas, etc. Bon. Mais tous les risques majeurs sont écartés s'il y a ces 3-là. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train d'intercepter la communication et lire le numéro de carte quand il passe, quoi. Okay. En fait, quand tu as un petit cadenas, c'est ce que je sais pas si on a défini ce que c'était en clair et chiffré. En clair, en gros, c'est comme si je te dis mon numéro de carte bleue, c'est tartampion truc bidule. Et c'est pas un numéro. Oui. Et en fait, en chiffré, je vais t'envoyer genre et du coup c'est un peu plus difficile à comprendre, tu vois. C'est une jolie explication. Pour donner... Donc en clair, tu as l'information directe et à peu près n'importe qui peut y accéder. En chiffré, la chose est rendue plus difficile. Illisible carrément. D'accord. Donc on va essayer de passer aux autres questions. Donc je pense que les premières questions se rejoignent. Elle veut savoir s'il y a une législation
Et si la législation, les protections varient selon les pays. Par exemple, si on se fait, j'imagine, voler sur Internet, est-ce qu'il y a un process de recours international ou ça dépend des sociétés ou des banques? J'imagine que tu vois ça avec ta banque en fait. Si International, ça va être difficile, ouais. Ça va dépendre où est situé l'acheteur et où est situé le vendeur, hein, basiquement, de toute façon. Et où tu te fais avoir. En fait. Mais à partir du moment où tu te fais voler, ton interlocuteur, c'est ta banque. Ouais, en gros. Ouais, en gros. Enfin, après, selon les pays, tu as des fois des grands organismes qui gèrent les banques, qui gèrent les conflits. Je sais qu'en Amérique du Sud, c'est beaucoup la norme. Mais grosso modo, à la fin, celle qui a le dernier mot sur le remboursement d'un paiement frauduleux, c'est ta banque, en fait. Ouais. Et elle a énormément de moyens pour contester le remboursement. Alors, s'il y a des sécurités qui ont été utilisées pendant le paiement, ça va rendre plus difficile le remboursement. Donc, si tu as utilisé 3D Secure, donc le petit code que tu as reçu par SMS, tu auras du mal à te faire rembourser. Ou si tu as saisi ton code PIN, tu auras du mal à te faire rembourser aussi. Par contre, si tu as fait un achat en ligne, clairement tu as été escroqué et que tu n'as pas utilisé le code, tu n'as rien utilisé, ou tu as un débit frauduleux qui est issu d'aucun achat, c'est un petit peu plus facile de te faire rembourser. D'accord. Et tu mentionnais le 3D Secure, qui est un autre, on va dire, système d'authentification supplémentaire, il me semble. Donc là, tu parlais de la situation où il faut rentrer un code qu'on reçoit par téléphone. Comment ça fonctionne? Alors, en fait, depuis le début. Ouais, en fait, c'est plus 3D Secure, ça date de 2001. Donc à l'époque, il y avait le WAP sur les téléphones. Le WAP. En fait, 3D Secure, ce qui se passe, c'est que mettons, je veux payer Renault, d'accord. Sauf que ma banque va exiger de savoir que c'est bien moi qui ai eu recours au paiement. Si je passe par Renault, qui va passer par sa banque à lui, qui va envoyer les informations de paiement, je suis pas sûre d'être... ma banque en face, qui est de ce côté, on va dire, est pas sûre que je sois intervenue. 3D Secure, c'est on va mettre un autre canal et on va faire une vérification de ton identité, mais par un autre canal que sur le réseau Internet, en fait. C'est pour ça que tu vas pas recevoir un mail normalement pour ça. Donc en fait, je vais vouloir payer Renault. Je lui envoie mes informations bancaires. Renault envoie ça à sa banque. Sa banque voit si c'est éligible au paiement 3D Secure ou pas. Contacte ma banque à moi. Et ma banque décide de me contacter par un moyen tiers, en fait. Donc ça peut être le SMS de confirmation. C'est pas obligé, c'est pas normalisé. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont une espèce de petit boîtier qui leur fournit un numéro aléatoire, supposément aléatoire. Dans mon cas, j'ai une carte avec 10 colonnes, 10 lignes, et puis cette carte est repérée, on me dit rentre le code en A28, A10. Il y a différentes méthodes de vérification. Voilà, mais ça, c'est dépendant de ta banque, en fait. Et ces méthodes de vérification sont plus ou moins solides. La plus courante, actuellement, c'est de recevoir un SMS sur son téléphone. Maintenant, moi, ce que tu changes de téléphone du numéro, non, et que tu ne dis pas ta banque. Ça peut être un problème. Ouais. Moi, j'ai un autre problème, c'est que j'ai vu là en septembre dernier. C'était quelqu'un qui nous disait que avec le single sign-on de Google, on a tout pété 3D Secure, en fait. Avec le quoi? Le single sign-on, le fait que tu ne fais pas te reconnecter tout le temps à taper ton mot de passe pour te connecter. Oui. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il réussissait via le Play Store à infecter un téléphone. Souvent, tu fais ton paiement depuis ton navigateur préféré, ça tombe bien, c'est ton compte Google. T'as ton téléphone, c'est un Android, compte Google. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait un paiement, il pouvait établir un paiement au nom d'une personne, envoyer un SMS de confirmation, supprimer la notification comme quoi il y avait un SMS rentrer ce code, donc l'utilisateur ne se rendrait même pas compte qu'il était en train de payer, en fait. Ouais. Choper ce truc, l'utiliser les lois, lui, depuis son compte hacké, en gros. Et puis, t'étais pas au courant. Et t'avais fait du 3D Secure. Il y a plusieurs cas comme ça, via Google. Google a beaucoup eu de problèmes. Oui, ils ont eu des problèmes, justement, parce que c'est un autre point que je voulais aborder. Parce que là, on arrive dans la troisième partie sur la question du moyen de protection. Je sais que Google a cherché à renforcer son moyen d'authentification suite à des problèmes de hacking dans ce genre. Et c'est ce qu'il appelle la double authentification. Les tentatives de Google. La double authentification, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement ce que c'est et si c'est plus efficace?
Alors oui, pour prouver qui on est, en fait, il y a 3 familles de preuves. Il y a te demander quelque chose que tu connais, par exemple ta date de naissance, ton numéro de sécurité sociale, prénom de ta ton nom, mère. ton login, ton mot de passe. Ça, c'est des choses que tu connais. Mais tant que ça reste du domaine de la connaissance, quelqu'un peut le savoir parce qu'il connaît le nom de jeune fille de ta mère ou il connaît ta date de naissance parce que quelqu'un est proche de toi, donc il le connaît. Il suffit de tout essayer. Et, donc, traditionnellement, les moyens de preuve sur Internet, c'est souvent du domaine de la connaissance, mais le problème du domaine de la connaissance, c'est que quelqu'un qui te connaît bien, donc frères et sœurs, les parents, etc., ils savent ces informations-là, ils les connaissent, donc ils peuvent se faire passer pour toi. Donc ça ne t'authentifie pas bien. Ou quelqu'un qui est adepte de l'ingénierie sociale aussi. Voilà. L'ingénierie sociale ? L'ingénierie sociale, c'est salut, ton mot de passe c'est quoi Ah bah c'est le nom de ma mère plus un nombre. Puis je vais te dire ah d'accord, ok, ta mère elle va bien, ouais. En fait, elle s'appelle comment Ah bah ça s'appelle Marie. Ah d'accord, ok, Marie. C'est le fait de manipuler les gens pour obtenir les informations. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, pour les gens qui suivent la série Mr. Robot, Mimi l'a suivi. On a un petit article sur Mademoiselle, je le link de suite. C'est une plutôt. Toi, tu l'as pas vu ? Non. Toi, tu l'as vu peut-être, Mr. Robot ? Oui, la série, oui. Ouais. L'article sur Mademoiselle, non. Non. Non, on parle de la série. À un moment, effectivement, il est amené à manipuler des gens de façon à obtenir des informations pour, on va dire, hacker, de façon très simple, une très grosse boîte. Et une façon de faire ça aussi, c'est via le phishing, qui en général cache bien ses intentions et qui te demande des informations personnelles. Et parce que souvent la requête est faite de manière urgente, tu réponds, tu dis ah ok d'accord, le nom de ma mère c'est ça. Enfin, il y a plein de façons en fait d'obtenir ce genre d'informations personnelles. Voilà, donc c'est vrai que c'est une personne qui te connaît bien ou quelqu'un qui a bien réussi à te... Donc prouver qui on est juste par des choses qu'on connaît, c'est pas suffisant. Donc généralement, on rajoute 2 familles de preuves en plus de je connais. Ouais. C'est je possède ou je sais faire. C'est-à-dire Enfin, je sais faire ou je suis, en fait. Le je possède, c'est très simplement posséder quelque chose. Donc par exemple, posséder une carte, posséder une clé, posséder un objet physique. Donc en plus de la connaissance, il faut posséder l'objet. Par exemple, pour une carte bancaire, quand tu vas au distributeur, il faut que tu possèdes la carte et que tu connaisses le code PIN. Donc là, tu es sur 2 familles de preuves différentes. Le je possède plus je connais, donc c'est ce qu'on appelle de l'authentification forte. Quand il y a plus d'une famille de preuves, c'est de l'authentification forte. Que tu en utilises 2 ou 3, c'est de l'authentification forte. Donc typiquement, un paiement sans contact, il n'y a pas d'authentification forte, c'est juste je possède. Par contre, un retrait en distributeur, c'est je possède la carte et je connais le code PIN associé à la carte. Donc là, c'est de l'authentification forte. Et donc la 3e famille de preuves, c'est le je suis ou je sais faire. Donc c'est sur tout ce qui est biométrique. Je suis, c'est tu vas montrer ton empreinte digitale, tu vas utiliser la reconnaissance vocale, l'empreinte palmaire, la reconnaissance de l'iris, ce genre de choses. Je suis. Et je suis, c'est pareil, c'est difficile à falsifier parce qu'il faut quelqu'un qui ait les mêmes caractéristiques physiques que toi. Ouais, la biométrie, c'est un petit peu ce qui nous arrive là, une nouvelle possibilité technologique. Alors, ça ressemble encore un petit peu au futur. C'est ce qu'on voit aussi dans les films d'espionnage, quand on pose sa main sur un cadran et qu'il y a des petites lumières qui se font et hop, la porte s'ouvre. Bon, c'est très simpliste. Mais en gros, à l'heure actuelle, ça existe. On a cette technologie. C'est-à-dire qu'on est capable de s'identifier à partir de nos caractéristiques biologiques, donc empreinte digitale, mais aussi l'œil, iris et rétine, et l'empreinte vocale. J'ai envie de poser la question compliquée de comment ça fonctionne, mais vous avez été sauvé par une question. Il y a une question sur le chat de Lila qui demande si la reconnaissance d'image, comme si on veut savoir si on a un robot, est-ce que c'est sécurisé et est-ce qu'il est possible de donc payer par Internet avec ça ? La reconnaissance d'image, c'est-à-dire... Je pense qu'elle parle des captcha, des choses comme ça. Et encore une fois, n'hésitez pas à parler près du micro. Je sais que naturellement, on s'éloigne un peu, on se remet dans son siège. Accroche-toi au truc comme ça. On vous entend moins bien. Les captcha, c'est-à-dire savoir si c'est sécurisé de... En fait, à quel point est-ce que les captcha, donc tout ce qui est reconnaître une image, par exemple, souvent c'est des photos, et taper les caractères qui apparaissent sur la photo pour prouver que t'es pas un robot, à quel point est-ce que en fait c'est fiable ce genre de système? Est-ce que ça permet vraiment de garantir que c'est pas des robots et bien des humains qui le tapent? Déjà, le captcha, ça sert ça sert pas à prouver qui on est, on est d'accord. Ça sert pas à montrer mon identité, un captcha. Oui. N'importe quel humain est capable de le faire comme moi.
Donc ça sert effectivement juste à différencier si je suis un robot ou si je suis un humain, mais ça ne me permet pas de m'identifier en disant je suis Jean Dupont. D'ailleurs, il y a un truc marrant ça, pour, c'est la première chose. certains captcha, c'est quand tu as deux mots, un des deux, en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et en fait, tu pourrais résoudre le captcha pour un des deux mots. Le deuxième, qui n'est pas très lisible, en fait, ils ne savent pas. Ils utilisent ça comme base de données, en fait, après, pour essayer de repérer, de faire matcher ça. C'est pour numériser des trucs, non? Oui, Je pour sais que, numériser ouais. ça, ouais, exactement, pour reconnaître un peu mieux les documents numérisés, en fait, c'est à la fois... mais du coup, si on avait un truc à peu près élaboré... Mais sur les captcha, avec les progrès de l'intelligence artificielle, très clairement, il y a beaucoup de captcha qu'un ordinateur sait résoudre en faisant de la reconnaissance de caractères, la reconnaissance d'écriture. Il suffit de lui en montrer une petite centaine, un petit millier, et après il apprend tout seul et il sait les résoudre. Donc il y a beaucoup de captcha qui sont cassés. Maintenant, on fait même de l'identification d'images. Un ordinateur est capable de voir dans une photo, de différencier les différents éléments, de trouver qu'il y a une voiture, de trouver qu'il y a une plante, de trouver la race du chien même qui est sur la photo. Il y a beaucoup de progrès sur l'intelligence artificielle et il y a beaucoup de captcha qui sont cassés ou cassables assez facilement. Non, d'ailleurs, tu le vois, même hors captcha, la reconnaissance d'images, par exemple sur YouTube, pour repérer les trucs à caractère pornographique, ça marche du tonnerre. Ça devient inquiétant. C'est-à-dire que tous ces moyens qu'on a pour prouver qu'on n'est pas en face d'un ordinateur, peu à peu, on perd... les ordinateurs deviennent de plus en plus malins. Oui, en plus, maintenant, ils apprennent tout seuls. C'est incroyable, ces histoires. Alors, je vais juste revenir vite fait sur la biométrie, sauf si on a encore une question. Tu me regardes. Non, c'est bon, je peux y aller avec ma question. Non, vas-y. C'était un regard d'encouragement. Merci, j'apprécie tes regards d'encouragement. Qui sortent par-dessus l'ordinateur. À la biométrie vocale, en fait, j'ai vu il y a quelques temps dans un article de Sciences Avenir que la Banque Postale se lançait dans la biométrie vocale. Ils allaient mettre ça en place dès l'été 2016, donc d'ici quelques mois, via l'utilisation de la technologie Talk2Pay. Donc ça a été développé par l'Institut Mines Télécom. Donc c'est bien de chez nous. Donc en gros, au départ, tu enregistres le même message plusieurs fois et ils sont capables de, enregistrer la tessiture de ta voix. Et après, la machine reconnaîtra ta voix. Donc tu vas pouvoir t'identifier de cette manière. Donc moi, ma question, c'est que si tu te sers de ça pour faire des opérations bancaires, le jour où tu es à phone, ou que tu es enroué, ta voix n'est plus pareille. C'est peut-être une question à la con, mais elle me gêne depuis un moment. Comment tu fais pour payer? Allez-y, vous avez 2 minutes. Vous avez 4 heures. Non, 2 minutes, je l'ai fait exprès. Il faudrait prévoir un protocole de secours, genre suis à phone. Souvent, il y a ce qu'on appelle un fallback, donc une deuxième façon de s'authentifier si on n'arrive pas à s'authentifier d'une certaine façon. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour les captcha. Les captcha, c'est destiné aux personnes qui voient bien, mais souvent, il y a un captcha sonore pour les personnes... Ah oui, et c'est muet aussi. Qui ont une visibilité plus réduite, on va dire. Et puis pour les sourds aveugles. Et souvent, pour les méthodes d'authentification, on peut aussi basculer sur une méthode d'authentification un peu moins sécurisée. Alors, je ne sais pas là comment ça va être prévu. J'ai pas eu ni l'occasion de tester le système et encore moins de l'auditer. Mais c'est nouveau, système de reconnaissance par biométrie vocale? Qu'on l'utilise le principe est pas nouveau. C'est nouveau dans les usages bancaires, on va dire, mais le principe est pas nouveau parce qu'on voit dans les films, on voit dans certains services high-tech, effectivement, mais pour que ça soit accessible aux particuliers depuis chez lui, ça c'est un peu nouveau. Avant, c'était qu'à certains endroits, dans les entreprises. Voilà, ouais. Puis après, tu as les accès biométriques. Je sais qu'on a mis en place notamment dans les camps pour immigrer, un camp à Calais, qui a des containers à accès biométrique. Donc non seulement ça existe, mais en plus ça ne doit pas avoir un coût formidable s'ils mettent ça en place dans ce genre de situation. Je ne sais pas si on va un peu loin dans la biométrie là. Il doit y avoir beaucoup de doigts coupés dans l'histoire, je sais pas. C'est vrai que moi c'est un truc qui me dérange. Dans beaucoup de films quand même, ils ont eu le réflexe de se dire tiens, mais si on coupe la main du méchant pour l'utiliser et rentrer dans le refuge du super vilain, non, je pars un peu loin. Là. Tu voles des yeux. Tu vois, tu arraches les yeux. Il ne faut pas couper les mains pour... Ouais. J'arrête avec ça. Non mais de base, je crois pas que ce soit juste pour la ligne biométrique. Moi, je voulais prendre l'exemple des camps à Calais. Donc d'un côté, tu as les camps, on va dire, classiques, où ils vivent comme ils peuvent, au milieu de tentes, etc. Et de l'autre, tu as des camps tout neufs. Vous lire un article là-dessus sur Mediapart, un article de club de Mediapart, qu'on vous fera parvenir par la suite.
Et le grand tout neuf, c'est des containers à accès biométrique. C'est-à-dire que pour entrer, les immigrés doivent s'identifier avec leur empreinte digitale. Et ça pose problème à certains d'entre eux parce que de cette manière, en s'identifiant comme ça, ils sont identifiés. Donc il y a s'identifier et être identifié. Et s'ils se font identifier sur le sol français, ils ont moins de chances après d'atteindre l'Angleterre pour d'obscures questions de paperasse ou d'absence d'ailleurs de papier. Donc moi ma question c'est là-dessus, j'ai l'impression que ça illustre une dérive possible du système biométrique. Est-ce que c'est pas une manière de te faire ficher? En fait, parce que là, c'est pas rien, c'est pas ton mot de passe, c'est quand même une partie de toi. C'est-à-dire, c'est tes empreintes, c'est ta rétine, c'est ta voix. Est-ce que la biométrie, c'est pas double tranchant comme technologie? En fait, je trouve que tu as assez bien résumé la problématique. Moi, c'est la réserve que j'ai vis-à-vis de la biométrie, c'est-à-dire que le PIN, c'est une action volontaire. Les solutions, on a Samsung qui a fait un truc avec l'accéléromètre du téléphone où tu fais un geste et puis on reconnaît ta façon de faire le geste. Ça, c'est un peu loin là. C'est volontaire en fait. C'est toi qui livres cette identification. La biométrie, oui, effectivement, c'est toi qui décides de mettre ta main ou quoi que ce soit, mais il y a quand même une partie où, je trouve, t'as quand même un côté plus subi que volontaire. Si le jour où je veux pas donner mon PIN, je le donne pas. Le jour où je veux pas donner mon empreinte digitale, on me coupe la main, puis c'est bon. D'un autre côté, pour s'identifier, je veux dire, c'est nickel. Il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes empreintes digitales ni la même voix. Alors, il faut rester sur de l'authentification forte, donc deux moyens toujours. Donc la biométrie seule, il y a eu plein de cas où en fait des hackers ont copié l'empreinte digitale de la chancelière allemande. Sans couper les doigts ? Sans couper les doigts, en lui ayant juste tendu un verre d'eau et en allant recueillir la petite tache de gras qu'il y a sur le verre d'eau en faisant un négatif et sont arrivés à avoir son empreinte. Donc c'est pas parfait non plus la biométrie, il faut pas croire que c'est parfait, il faut toujours le coupler à un autre moyen de preuve, comme on a dit, pour que ça soit de l'authentification forte. Donc je suis plus je connais ou je suis plus je possède par exemple. Donc ça c'est la première chose pour des besoins de sécurité. Ensuite pour des raisons éthiques, c'est réglementé la biométrie. Une entreprise, elle n'a pas le droit de faire de la biométrie pour tout et n'importe quoi. Elle n'a pas le droit de faire de la biométrie, par exemple, pour faire rentrer ses employés. Sauf s'il a des activités qui sont extrêmement sensibles en termes de sécurité. Mais elle devra le justifier. Il faut une autorisation de déployer le contrôle d'accès biométrique auprès de la CNIL. Et la CNIL est la seule à pouvoir dire oui ou non si, en fait, la fin nécessite ce moyen-là. Mais il y a ça. Et d'autre part, pour éviter le vol d'informations biométriques, parce que le problème de la biométrie, c'est que, comme tu le disais, on ne peut pas se faire remplacer un doigt ou une main quand on a volé cette empreinte, alors qu'un PIN ou un mot de passe, on peut le changer. Pour éviter ce problème-là, en fait, la CNIL a obligé les concepteurs de systèmes biométriques à ne stocker qu'une petite partie de l'information biométrique et pas la totalité. Donc, par exemple, une petite partie de ton empreinte digitale ou une petite partie de ton empreinte palmaire ou une petite partie de ton empreinte vocale. Les fabricants de solutions n'ont pas le droit de stocker l'intégralité de ta signature biométrique. Ils doivent vérifier qu'une toute petite partie et donc stocker aussi une toute petite partie. Ils n'ont pas le droit de stocker nos données personnelles quelque part. J'insiste dessus parce que c'est une petite transition sur le prochain podcast. On parlera beaucoup plus en détail de ça, justement, du respect de nos données confidentielles. Et on va parler d'attaquants passifs, c'est-à-dire toutes les entreprises qui sont amenées à un moment à stocker nos données ou une partie de ces données et ce qu'elles en font, en gros. Donc ça, ce sera lors du prochain podcast qui aura lieu le 1er juin, mercredi 1er juin. À 21h. À 21h, pareil. Et j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus tôt, mais les intervenants n'étaient pas disponibles avant. Mais ils sont aussi cool que ceux que j'ai eus ce soir. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions sur biométrie ou autre, ou est-ce qu'on peut dire au revoir ? Du coup, on a été légèrement perturbés par... Non, tout le monde n'est pas parti parce qu'on a réussi à les rattraper en relançant live. On a de notre côté été un petit peu perturbés par ce problème technique plutôt inédit. Je vous l'avoue, vous êtes baptême du feu du problème technique. C'est un hacker qui a voulu nous prouver quelque chose. Voilà, je pense que c'est ça. Mais la plupart des questions, en fait, ont été liées à vos thèmes et je pense qu'elles ont été bien couvertes. Et après, on part sur vraiment des problématiques loin comme la sécurité des objets connectés, etc. Donc, je pense qu'on ne va pas forcément vous lancer là-dessus à 22h30. Ça serait le sujet d'un podcast à part entière. Je sais qu'il y aurait beaucoup de choses à en dire pour avoir discuté en off avec eux.
Il y a énormément de choses à en dire, mais ouais, Ça il me sera faudrait une heure de possiblement plus. l'objet d'un podcast en soi. Pourquoi pas, oui, sur les objets connectés, oui, c'est très d'actualité. J'aime bien parce que chaque fois que tu dis un truc, t'as tes intervenants qui font ça craint, ça craint. Ils Je sont veux là dire, pour à se ce moment-là, je sais pas, mets ton numéro de carte bleue sur un billboard dans la rue, ça ira plus vite. Times Fais-toi Square. prendre tout ton argent. Savoir, il y a ce qu'ils osent dire en off et ce qu'ils osent dire devant le micro aussi, parce que le sextoy, je suis pas sûre qu'ils soient connectés, je suis pas sûre qu'ils soient motivés pour En en même temps, est-ce parler. qu'on peut vraiment te piquer de la thune avec ton sextoy connecté? C'est pas une question de thune. hein. Peut-être que si Par t'as une contre, est-ce qu'on appli peut payante, lui faire faire n'importe quoi et te faire passer un samedi soir surprenant, peut-être Je ne sais pas. Voilà, c'est la T'as grande des question. sextoys qui le proposent. C'est un CHS, mais t'en as qui le proposent. Oui, donc du coup, c'est HS. Et s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on en reste là. Merci beaucoup Alicia et Renaud d'être venus répondre à nos questions. Merci. C'était, pour moi, c'était très intéressant. J'espère que pour les auditeurs et auditrices aussi. Et en tout cas, moi, vous allez me revoir, ainsi que Mimi Et et oui. Pauline. Voilà, le 1er juin, 21h. Alors moi justement, je vous Ah. retrouve demain soir pour Oui. un podcast sur les jobs d'été. Alors n'hésitez pas à venir sur le chat, partager vos meilleures ou vos pires expériences sur les jobs d'été. Et on va se retrouver aussi vendredi pour un autre podcast avec moi sur la réorientation. Voilà, donc vous avez tout sur mademoiselle.com. Et Je vous crois mets les liens sur YouTube. Ce sera donc demain soir et vendredi à À 21h. Vous pouvez y aller ça va l'esprit être tranquille. cool. Pas de hacker dans ces sujets-là. Non. Normalement, le live devrait fonctionner jusqu'au bout. Ça devrait marcher. Écoute, a priori, bah, c'était aussi l'idée pour ce soir, mais on aime les surprises. On aime tout ce qui se passe. Et ouais, c'est ça. Bon, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci tout le monde. Passez une bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Salut.